Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent L'être et le néon de Louise de Miranda. Ce petit livre est un bijou d'intelligence, de finesse, de culture, qui prend un objet technique sans rechigner et le tourne et le retourne comme Heidegger nous avait appris à le faire avec les chaussures de Van Gogh. Ce qui frappe, c'est l'ambition d'une méditation sur les cartes de la modernité contemporaine, sur le fameux Grand Paris, sur le sujet, sur le pluriel, sans les faux fuyants du postmoderne, de la citation absurde. Louise de Miranda se promène, il vous conte qu'il se promène, mais il vous mène avec une grande maîtrise et sait où il veut aller. Rien de gratuit dans cette rencontre de l'enseigne de kebab sur la table de dissection de la ville néon. C'est plutôt une nouvelle méditation cartésienne après Descartes et Husserl, où le poil et sa chaleur ont fait place au bruit vrillant du gaz dans un tube. Je suis, je crée, donc j'entends. Yann Moulier-Boutan, ancien élève de l'INS, professeur agrégé d'économie à l'Université de technologie de Compiègne, directeur de la revue Multitude. Né d'une rencontre inopinée avec un néon sur le quai du Louvre, ce livre a été composé à partir d'un séminaire donné par l'auteur à l'hiver 2012. Un voyage inspiré à travers la nuit, qui déchiffre les halos du passé et les reflets du présent pour donner à entendre une certaine magie du futur. Louise de Miranda, philosophe, romancier, révélateur du créalisme, est notamment l'auteur d'un essai remarqué, L'art d'être libre au temps des automates, Max Milo 2010. Des notes et illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Préface par Yann Moulier-Boutan. Urbanité des réseaux sociaux. Je ne connaissais pas Louise de Miranda. Je n'avais pas lu ses livres, dont le catalogue est impressionnant. C'est à travers quelques échanges sur Internet que nous sommes devenus amis virtuels. La force des liens faibles permet des rencontres qui auraient demandé beaucoup de temps et pas mal de chance. J'ai appris ainsi que Louise de Miranda est à la fois philosophe, écrivain, éditeur, tarabusté par notre contemporain, grand amateur de créativité, ou plus exactement fermement décidé à donner un statut à cette notion qui est devenue, comme le développement durable, un décor commode pour masquer un vide effarant de pensée. Aussi, quand il m'a demandé d'écrire une préface pour son nouveau livre, j'ai dit oui, malgré les contraintes de temps, qui est heureusement dilatable, contrairement à ce que racontent ceux qui se lamentent sur le temps qui passe. Et je n'ai pas regretté le petit coup de folie d'inscrire son livre à la liste des choses à faire. Car ce petit livre est un bijou d'intelligence, de finesse, de culture, qui prend un objet technique sans rechigner et le tourne et le retourne comme Heidegger nous avait appris à le faire avec les chaussures de Van Gogh. Ceci n'est pas un canular. Bien sûr, lorsque vous lisez le titre calqué sur la lettre et le néon de Boris Vian, vous vous dites « Je vais passer une heure agréable à parcourir un retour vers l'existentialisme de Saint-Germain-des-Prés. » La ville n'est-elle pas une chose mentale, et rumination ou rumeur dépassée? Comme moi, sans doute, vous détestez le néon utilitaire, de bureau, pas celui des enseignes de la ville, pour le mal qu'ils ont fait à nos yeux dans les salles de classe, avec cette lumière aussi intermittente qu'un écran de télévision. Et puis, dès les 10 premières pages, vous comprenez très vite que cet essai à la française, dans les pas de Baudrillard et de Van Heygem, s'avance modeste et masqué, mais non sans un culot juvénile. La promenade est ancrée dans la ville, par la marche, dans la tradition de la redécouverte situationniste de l'errance. C'est aussi un constat désabusé et critique sur les lunaparks, la marchandisation, la société du spectacle, mais ce n'est pas là le plus original. Ce qui frappe plutôt, c'est l'ambition d'une méditation sur les cartes de la modernité contemporaine, sur le fameux Grand Paris, sans les faux fuyants du postmoderne, de la citation absurde. Louise de Miranda se promène, il vous conte qu'il se promène, mais il vous mène avec une grande maîtrise et sait où il veut aller. Rien de gratuit, de surréaliste dans cette rencontre de l'enseigne de kebab sur la table de dissection de la ville néon. C'est plutôt une seconde méditation cartésienne après Descartes et Husserl, où le poil et sa chaleur ont fait place au bruit vrillant du gaz dans un tube.
Je crée donc j'entends. Il est revigorant d'entendre enfin une ambition, celle de philosopher et de penser l'époché de la ville, du sujet, le superjet, le mouvement, le pluriel, le chaosmos. Attention donc. Ici, un chantier philosophique commence. La voie se rétrécit. Ralentir travaux, vitesse réduite dans la lecture. Savourer. Luis de Miranda ne parle ni de la vitesse, ni de la lenteur, ce vrai mouvement des sens qui reconquiert la ville, mais son essai y participe puissamment. Le néon, métonymique. Qui sait que l'Opéra Garnier fut illuminé par des bandes de néon de couleur en 1919? Le néon est un objet technique sur lequel on dit généralement peu de choses précises. Il est mis à découvert de jour, hors de son halo magique lumineux, comme la limite du visible, son épuisement, car il est une lumière sans chaleur, sans risque d'embrasement, mais un épuisement heureux, car il nous tourne vers un au-delà du visible totalement immanent, l'infini dans le fini. Les intercesseurs de ce parcours sont nombreux, Hugo, Baudelaire, David Harvey, les sublimes. Le Paris du 19e et du premier 20e est évoqué, et cette technique de lumière, on connaissait Edison et l'éclairage au gaz de New York, est en soi passionnante pour les urbanistes et architectes, ou plutôt les urbatectes selon le beau mot forgé par Schuiten et Peters. Mais Platon, Héraclite, Marx, Nietzsche, Deleuze, Proust ne sont pas loin. Luis de Miranda ne parle pas cette fois-ci de Bergson, et seulement un peu de Félix Guattari, dont il partage le même goût des néologismes débridés, de plier la langue à sa pensée et à la construction du réel. J'aime son néologisme, le créel, pour le réel qui congédie les naïvetés d'une matière ou d'un esprit. Son parti pris créaliste confère à sa médiation sur la ville un ton joyeux, un timbre de cuivre et de cor clair. En cela, il ne ressemble pas à la grande tradition moraliste française à laquelle les situationnistes doivent beaucoup. Une phrase comme « Le néon est une métonymie de l'identité actuelle, énergétique, visible, illuminée, branchée » aurait pu être signée Baudrillard ou Virilio. Mais je retrouve une jubilation et une confiance dans l'avenir, dans Lyon et Léon longuement développés dans les derniers chapitres, qui reviennent à lui seul. L'objet technique transculturel. L'autre aspect singulier de ce petit livre tient dans sa façon de traiter de la technique et de la technologie en les intégrant profondément à la culture. Les détails scientifiques, érudits, se fondent dans l'expressivité de l'historialité de l'homme urbain. Peut-on édifier un code qui ne soit pas porteur d'identité? Peut-on concevoir une individuation qui ne soit pas une forme, un néon, un être? Interroge l'auteur. Cette question récurrente fait corps avec l'histoire détaillée de l'invention par Johann Heinrich Winkler du premier tube fluorescent en 1745 en Allemagne, jusqu'à Georges Claude, découvreur du néon à Paris en 1912, avec l'enseigne Saint-Zano. Qui se souvient aujourd'hui que Paris fut la capitale absolue des enseignes de néon, avant Los Angeles et Las Vegas, puisque le brevet de Claude ne fut vendu aux États-Unis qu'en 1923. Le grand anthropologue cubain Fernando Ortiz explora toute la société de son île à travers l'opposition du sucre et du tabac, 1939. Il inventa le transculturalisme, dont Malinowski, qui le lut avant ses Argonautes du Pacifique, 1940, ne retint que le vilain terme d'acculturation. Disons que trop souvent, les contempteurs des lumières de la ville et du règne de la marchandise s'appuient, fût-ce de façon inconsciente, sur l'acculturation qui distille un parfum d'aliénation, de dégradation de l'être. Luis de Miranda se situe clairement dans son livre du côté du transculturalisme. Pourquoi? Paris musée ou Paris pas mort? Parce qu'à notre sens, il développe une théorie de la liberté possible, praticable, une anti-aliénation, non pas un autre regard, mais une autre perception et construction de la réalité, un créel comme il le nomme avec fougue. Certes, le Paris patrimonial se transforme en icône morte, en musée. Mais tout à côté du Louvre, c'est l'expérience toute benjaminienne de banales enseignes kitsch de petits commerces qui ouvre l'expérience d'un passage. Le néon, cette parfaite image de la lumière froide, sans risque, vibre, fait du bruit. Quand nos yeux fatigués, usés, gavés d'icônes,
opère ce que Husserl aurait nommé une réduction phénoménologique, radicale. Quand ils s'aveuglent provisoirement, alors ils entendent quelque chose. Ne cherchons pas dans une survoyance, dans un au-delà de la caverne, dans un dérèglement raisonné des yeux, l'accès à la ville. Dans une phrase forte, comme nombre de celles qui parsèment cet essai nerveux, Luis de Miranda écrit « L'écologie doit devenir une écologie. Le poète doit se faire oyant plus que voyant ou survoyant. L'écologie, l'économie, l'oikos ou l'entour, le halo, plutôt que le terme galvaudé d'environnement, doivent entendre, voir avec les oreilles, comme le recommandait le génial Shakespeare. Le primat de l'ouïe sur la vue et sur l'écrit. Un thème récurrent comme la ritournelle, deleuzienne, le leitmotiv wagnérien ou proustien termine presque chaque chapitre. Il détrône le primat du visible dans la métaphysique occidentale. Là où Heidegger et Wittgenstein, au plus opposé du champ philosophique, s'étaient tournés tous deux vers le langage, là où Derrida voulait en venir à l'écriture, à la trace, Luis de Miranda veut entendre la voix, la musique, et en arriver à une acousmatique. Le coup de patte vaut aussi pour Michel Foucault. La fabrique de soi a pour modèle absolu la lumière. L'être est bel et bien un néon. Revient-il vers l'Exode, lorsque le « je suis celui qui suis », le Créateur suprême, est une voix qui fait ouïr le bruit crépitant du feu dévorant. La part de l'invisible, de l'indicible et la joie de la création sont très proches de la musique des sphères et de cette cité de la musique évoquée dans le chapitre final. Créer, c'est écouter l'invisible, l'inouï, et maintenir une fidélité à cette entente. Mais sans cesse affleure la tentation de manifester cette création, de la rendre tangible, visible, jaugeable. Cette phrase fait signe vers une différence ontologique sensiblement différente d'Heidegger, malgré une proximité de timbre. On a envie d'en savoir davantage. Et c'est très bien ainsi. Une conclusion qui n'ouvre pas, n'augmente pas notre puissance d'agir. Ancien élève de l'INS, Yann Moulier-Boutan est professeur agrégé des universités en sciences économiques, notamment à l'Université de technologie de Compiègne. Il dirige la rédaction de la revue Multitude et a publié entre autres Le capitalisme cognitif, édition Amsterdam, 2008. Prélude. La ville lumière, a-t-elle encore besoin de nous? Respirer Paris, cela conserve l'âme. Victor Hugo. J'ai longtemps été un solitaire et un marcheur. Aujourd'hui encore, à 40 ans, je me promène dans les rues de Paris en sifflant ou en chantant, plus joyeux qu'insatisfait, aspirant à la limite à autre chose, à un ailleurs parfois, mais goûtant simultanément ces équipées détachées, désirantes ou curieuses. Depuis l'adolescence, comme vous peut-être, je résous mes problèmes en marchant, tantôt dans la ville, tantôt dans la forêt. Un soir d'hiver, en 2011, j'évoluais entre le Louvre et le Pont-Neuf, me dirigeant vers le quartier latin. Soudain, contre toute attente, je suis resté en arrêt devant la grande enseigne en lettres de néon d'un petit vendeur de kebab. Des mots dégageant un halo rosâtre étaient encadrés d'un bleu cryogénique. Ils découpaient la nuit, comme un tatouage surnaturel, éternellement présent. Fast food, crêpes, kebab, pizza, coffee, tea, cake. Je me trouvais pourtant dans l'un des plus anciens quartiers de Paris. La Seine me séparait de l'Institut de France et du quai de Conti, chevauché par le Pont-Neuf. Les bâtiments alentours étaient plusieurs fois centenaires. Sous mes pieds, les archéologues trouveraient sûrement les ossements de cadavres moyenâgeux. Mais cette source de lumière rosâtre, anachronique, ne manifestait aucun souci de son environnement. Elle est sans doute toujours là, au numéro 28 du quai du Louvre, brillant de jour comme de nuit, à l'heure où paraît ce livre. Ce rectangle de feu hyperréaliste que nous appellerons le néon déclencheur parvient en 8 mots à être un condensé de mondialisation alimentaire, mêlant l'Amérique des fast-foods, la France des crêpes, le Moyen-Orient des kebabs, l'Italie des pizzas, le thé asiatique et le cake anglais. Ce boui-boui trop éclairé à l'atmosphère clinique, comme on en voit beaucoup à Paris, semble peu se soucier du choc des civilisations, mais très conscient du flux des touristes qui, chaque jour, mène sa procession éblouie le long de la City of Light. Ce soir de 2011, je me rendis compte que jusqu'à cet instant,
je ne voyais plus les néons parisiens. Pourtant, ils sont omniprésents, bien que l'on prédise régulièrement leur disparition et leur remplacement par des lampes à diodes électroluminescentes, LED. Les néons font encore largement partie du charme de la ville lumière, participant de sa seconde nature, matérialisant en partie l'ADN de la métropole. Lorsque je suis resté en arrêt devant cet élément déclencheur, à l'ombre du Louvre, j'ai senti que quelque chose cherchait à en émerger, qu'une énigme actuelle cherchait à s'y faire entendre. Et c'est ainsi que de manière imprévisible, sans calcul ni préméditation, je commençais cette enquête, immédiatement baptisée dans mon esprit, l'être et le néon. La première enseigne fluorescente de l'histoire apparaît sur un boulevard parisien en 1912. À l'époque, la ville lumière était encore le cœur vivant de l'Occident. Les lignes écrites par le poète Heinrich Heine, près d'un siècle plus tôt, pouvaient toujours passer pour justes. Ici est rassemblé tout ce qui est grand par l'amour ou par la haine, par le sentiment comme par la pensée, par le savoir ou par la puissance, par le bonheur comme par le malheur, par l'avenir ou par le passé. On crée ici un nouvel art, une nouvelle religion, une nouvelle vie. C'est ici que s'agitent joyeusement les créateurs d'un nouveau monde. En 2012, un siècle plus tard, beaucoup affirment que le monde occidental est moribond et Paris momifié. Ils ont des arguments divers et parfois convaincants. Déclin de l'Europe, déplacement vers l'Orient de la croissance économique, paupérisation des classes moyennes, vieillissement de la population, imagination en berne et corruption clanique des classes dominantes, coût exorbitant des loyers, marchandisation extrême des loisirs, conservatisme culturel et institutionnel, exode de la jeunesse et des talents, vers des apostrophes. Autres capitales, Berlin ou Pékin, luxe inaccessible du centre-ville et banlieue zone, rues évidées, muséifiées, disneylandisées, omniprésence de la police et du primat sécuritaire, diktat des réglementations européennes. Nombre de signes indiqueraient que la création sociale, l'audace insouciante, l'aventure raisonnée, la découverte des possibles ne serait plus si évidente intramuros. Le tourisme, en revanche, se porte bien. Paris est peut-être aujourd'hui la marque la plus connue au monde après Coca-Cola, affirmait cyniquement l'architecte Bertrand Lemoine en 2010, au moment de sa nomination au poste de directeur général de l'Atelier international du Grand Paris, un projet politique visant à étendre l'agglomération en l'harmonisant davantage avec ses banlieues. Cette comparaison avec l'hégémonique soda américain est inquiétante, venant d'un spécialiste mandaté pour concrétiser notre avenir. On pourrait y entendre le fantasme d'une transformation de Paris, jusque dans ses dortoirs périphériques, en une ville édulcorée, un article de tête de gondole pour voyagistes, provoquant un sirupeux simulacre d'ivresse. L'être de la ville lumière s'est-il réincarné en une âme d'hypermarché? Paris est-il devenu un néon géant, électrisé seulement par l'obsession de se vendre à ses 27 millions de visiteurs annuels? En 1995, le groupe de rap Assassin sort l'album Touche d'espoir, dans lequel figure une chanson intitulée La théorie de Paris. Écrivain assassin, métaphysicien, on ne frappe pas que des points. Le style de Paris, c'est précis, carré, survie, briller, manifester. Dans la ville où j'habite, mes ennemis y dorment aussi, pour repousser leur tyrannie, on applique la théorie de Paris, pas ta léthargie. Et si nous prenions cette évocation d'une théorie de Paris au sérieux? N'y aurait-il pas, naviguant au fil des siècles sans jamais se noyer, une idée de Paris, et si oui, quels seraient ses avatars depuis le siècle d'Hugo et du baron Haussmann? Le dramaturge Sacha Guitry disait « Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître ». Jusqu'en 1968 peut-être, et depuis la Révolution française, la capitale pouvait de fait apparaître comme un lieu de matérialisation des libertés humaines ou artistiques, un lieu d'avenir. Au XIXe siècle, de Balzac à Baudelaire, en passant par des utopistes tels que Proudhon, Fourier, la féministe Jeanne d'Hérouin ou le proto-communiste Théodore Desamis, on utilise avec entrain le terme de réalisation au sens de rendre une idée réelle, ce que j'ai appelé ailleurs créaliser. Dans son salon de 1846, Charles Baudelaire parle ainsi de « réaliser l'idée de l'avenir ».
Mais il le fait sur le mode mi-ironique, mi-lucide d'une adresse aux bourgeois. Vous vous êtes associés, vous avez formé des compagnies et fait des emprunts pour réaliser l'idée de l'avenir avec toutes ses formes diverses, formes politiques, industrielles et artistiques. Vous n'avez jamais en aucune noble entreprise laissé l'initiative à la minorité protestante et souffrante, qui est d'ailleurs l'ennemi naturel de l'art. 150 ans plus tard, avec la théorie de Paris, la chanson du groupe Assassin, l'adresse aux bourgeois perd certainement de son ironie. Vu votre économie d'exploitation comme aux États-Unis, vous votez les self-made men pour repousser le problème, la misère, une gangrène qu'on ne soigne que si on aime. L'un des objectifs du créalisme, la philosophie que depuis quelques années je défends, sera sans doute jugé trop ambitieux, remettre à la plupart les clés de la réalisation de l'avenir. Si nous laissons à une minorité la capacité de produire le réel qui nous entoure et nous porte, économiquement ou culturellement, nous aboutissons à un monde asservissant, frustrant et pauvre en possible. Paris a longtemps été une promesse ambiguë, celle de la liberté d'une cité où chacun pourrait exister plutôt que survivre, agir selon sa destinée plutôt qu'être serf, créer son destin. Mais précisément à cause de ce fantasme radical, Paris est devenu une contradiction. Faute d'être vraiment épanoui, beaucoup de ses habitants arborent l'apparence du bien-être, le masque du bonheur, l'apparat de la liberté. Ville de la bohème fantasmatique et du luxe marchand, de l'esthétique et du strass, la capitale semble en clignotement entre être et néant, allure et posture, fierté et hypocrisie. La République française, si elle a exigé la liberté depuis plus de 2 siècles, n'a jamais été vraiment certaine de vouloir l'égalité et la fraternité, 2 valeurs abstraites qui évoquent pour beaucoup aujourd'hui encore la remise en cause de la propriété privée et un désordre mélangiste. Paradoxal Paris. La ville semble être devenue, en ce début du XXIe siècle, une ville où la création de valeur est d'abord comprise sur un mode financier, mais où simultanément nous respirons encore le parfum de l'aspiration à un ailleurs plus harmonieux, où nous entonnons, entre 2 rendez-vous carriéristes, la ritournelle d'une aspiration de justice politique, un air qui féconde les conversations et parfois les élections, mais pas toujours le réel. C'est ainsi que, à l'orée des années 50, à l'ombre de la guerre et de l'occupation allemande, Jean-Paul Sartre a pu faire de Paris la capitale internationale de la mauvaise foi, décrivant ses cafés où croire, c'est ne pas croire, selon la formule de l'être et le néant. Le marqueur de l'existentialisme parisien y ajoute que pour échapper radicalement à la mauvaise foi, il faut une reprise de l'être pourri par lui-même, reprise qu'il nomme, influencée par le Danois Søren Kierkegaard, l'authenticité. Mais que serait une existence urbaine authentique ? À entendre l'idée émancipatrice de Paris, la réponse paraît simple. L'authenticité, c'est l'état de création, c'est-à-dire la conviction que toute conscience du monde est une génération ou une perpétuation incessante de réalité, y compris lorsqu'on feint de croire qu'on ne peut rien créer. La mauvaise foi, c'est le réalisme, cette idée qu'il faut s'adapter au monde comme il est, se plier fût-ce avec ruse à l'ordre établi de tout temps. Il faut beaucoup d'efforts pour faire que rien ne change. Il n'est pas aisé d'être autonome en sa cité, créateur de nouveaux codes et indépendant des néons dominants. Prenons cette anecdote authentique. Un soir, un homme décline la possibilité de faire l'amour à une femme séduisante qui le lui propose. Ils sont enlacés au milieu de la rue Claire, pittoresquement piétonne, non loin du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, devant une terrasse de café parsemée d'observateurs. Est-elle de bonne foi en lui proposant de la saisir hic et nunc, sur le macadam, devant témoins ? Sans doute pas. Elle sent que copuler sous les lampadaires et les regards, c'est au-dessus des forces de cet homme pudique. C'est alors qu'elle lui lance avec une pointe de morgue mêlée d'amusement. Tu es prisonnier du règne du voir. Quel être humain, en effet, n'est pas aujourd'hui dominé par le sens de la vue et perméable au regard des autres ? C'est impensif de dire que le paraître et la parure règnent sur notre temps, que les impératifs visuels et les effets de surface s'imposent au détriment d'une écoute plus intime, plus libre, de l'invisible. Nous nous soucions du « quand verra-t-on ». La vie contemporaine a cru pouvoir, comme l'écrit Sartre,
réduire l'existant à la série des apparitions qui le manifestent. Mais y est-elle seulement parvenue? Après tout, nous pouvons imaginer que dans un siècle, les Parisiens trouveront étrange de s'enchevêtrer dans des lits, plutôt que de faire l'amour sur les boulevards. Ou bien fermeront-ils volontairement les yeux pour se faire acousmaticiens, à la manière de Pythagore, guidés par l'ouïe et les vibrations soniques plutôt que la vue ou le toucher? C'est l'un des horizons de ce livre que de nous suggérer de réapprendre à jouir. Dans les années 70, l'an 2000 faisait rêver. Enfants, nous percevons le futur comme le lieu désirable de toutes les métamorphoses, un paradis peuplé de mutations féeriques et de gadgets lumineux. Et puis nous grandissons dans ce monde hyper-réaliste, pour constater un jour, à tort ou à raison, que l'avenir tarde à se manifester, c'est toujours le présent. Les habitudes sont lentes, et l'utopie persiste le plus souvent à rester comprimée dans les livres ou les séminaires. Les conservatismes, y compris le nôtre, s'agrippent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.